Retrouvez la force de l'engagement. Avec AJP, épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé. Sud Radio, la force de l'engagement, Muriel Réus. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour la force de l'engagement, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui font bouger la société. Ce matin, je reçois Ava Jamshidi, rédactrice en chef du magazine Elle, journaliste engagée et voix forte du journalisme féministe français. À l'occasion des 80 ans du magazine Elle, elle nous raconte cette aventure collective qui depuis 8 décennies accompagne les combats, les rêves et les conquêtes des femmes. Leur liberté gagnée, leur métamorphose sociale et intime, leur chemin d'émancipation. Mais avant de partager avec Ava, comme chaque semaine, mon édito, et ce matin, je vous propose de nous engager pour la liberté des femmes. En 80 ans, les rêves des femmes ont changé de forme, mais pas de sens. Dans les années 50, les femmes rêvaient d'une machine à laver, symbole modeste certes, mais immense, celui d'un peu de temps pour elles. Dans les années 70, elles réclamaient le droit d'aimer sans permission, de jouir sans culpabilité, de travailler sans tutelle. Dans les années 80, elles osaient dire « je gagne plus que mon mari », une phrase anodine aujourd'hui, subversive à l'époque. Depuis, bien sûr, les combats se sont déplacés. Les femmes d'aujourd'hui ne rêvent plus d'un électroménager, mais d'un monde où les vêtements, leurs vêtements, ne sont pas fabriqués par des enfants, où leur corps ne définit plus leur valeur, où la charge mentale ne se transmet plus en héritage. Mais si les batailles ont évolué, la logique, elle, reste la même. Avancer dans un monde pensé sans elles, dessiné et dirigé par d'autres, selon des règles qu'elles n'ont pas écrites. Dans ce monde, les femmes ont appris à décoder, à contourner, à s'imposer. Leur force s'est logée dans la lucidité, dans la persévérance, dans une intelligence du collectif qu'elles ont longtemps dû conquérir. Là où certains imposaient, elles ont su convaincre. Là où d'autres voulaient régner, elles ont su rassembler. Leur arme n'a pas été la domination, mais l'influence, leur moteur, la réflexion, leur stratégie, l'alliance. Et pourtant, le paradoxe demeure. Plus les femmes progressent, plus on leur demande de se justifier. Dans les années 80, on les accusait d'avoir pris le pouvoir. Aujourd'hui, on leur demande d'en modérer l'usage. Une histoire de l'égalité, c'est aussi l'histoire d'une culpabilité sans cesse renouvelée. L'histoire de l'égalité, c'est aussi l'histoire d'une culpabilité sans cesse renouvelée. Trop ambitieuse, trop autoritaire, trop libre, trop visible, trop tout, sauf tranquille. Force est de constater que les combats des femmes ne sont pas derrière nous. Ils ont changé de forme, de terrain, de génération. L'égalité femmes-hommes reste toujours une promesse inachevée. Il y a toujours des plafonds invisibles, des corps jugés, des paroles corrigées. Il y a toujours des femmes qui renoncent. Pas par manque de courage, mais par lassitude ou par usure. Les luttes d'aujourd'hui sont encore et toujours multiples. La liberté sexuelle, toujours à défendre. La maternité, encore à réinventer. La violence, encore à nommer. Et la nécessité, toujours, de se battre pour plus d'inclusivité, plus de justice. Mais il y a aussi la joie, la légèreté revendiquée, le plaisir de rire de soi, le droit à l'imperfection et à l'imprévu. Il y a la tendresse entre femmes, l'amitié, les alliances sincères, les solidarités silencieuses. Le désir de vivre pour soi, d'aimer librement, de créer, d'oser, de se tromper, de recommencer. La joie de transmettre, de voir grandir les filles autrement et les garçons aussi. La liberté d'être multiple, mère ou pas, amoureuse ou pas, unique, plurielle, affranchie des cases et des injonctions. Il y a l'auto-émancipation, celle qui ne demande plus la permission à personne, mais qui chaque jour choisit la vie, la légèreté et la fierté d'être soi. Être une femme libre en 2025, c'est peut-être tout cela à la fois. La mémoire des épreuves et la volonté d'en faire une cause, une force, un mouvement. Être une femme libre, c'est pouvoir être qui l'on veut, pleinement, et sans jamais s'excuser de l'être. Sud Radio, la force de l'engagement, Muriel Réus. Aujourd'hui, dans la force de l'engagement, je donne la parole à Ava Jamshidi, journaliste de terrain, devenue rédactrice en chef du magazine Elle. Connue pour son expertise sur les questions politiques, sociétales et de genre, elle dirige les pages actualité et société du magazine. Bonjour Ava. Bonjour Muriel. Alors, elle fête ses 80 ans. Oui. Waouh. On est ravis de cet anniversaire. J'imagine. Alors, pourquoi ce magazine reste-t-il si singulier dans le paysage médiatique français? Qu'est-ce qu'il ose encore dire sur la place des femmes? D'abord, sur sa nature, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'autres titres dans la presse française qui s'intéressent en particulier
aux sujets qui concernent les femmes, qui vont des sujets mode, qui sont vraiment des pages qui sont importantes pour nous et un sujet vraiment d'intérêt. La beauté également, et vous l'avez dit, vous l'avez rappelé, et c'est en particulier ce sont les sujets qui m'intéressent un peu plus, puisque je supervise ces pages, les sujets de société, la question de l'égalité entre les femmes et les hommes, les causes qu'il faut continuer de défendre et les inégalités que subissent les femmes qu'il faut continuer de pointer. Et ça, dans la presse française aujourd'hui, dans les médias français aujourd'hui, il n'y a pas de titre qui l'incarne aussi bien qu'on peut le faire toutes les semaines dans les pages du magazine Elle. Alors, parlons un peu de vous. Vous avez été journaliste politique pendant près de 10 ans au Parisien. Vous avez couvert l'Élysée, Matignon, plusieurs campagnes présidentielles. Vous avez signé un livre chez Plon sur Brigitte Macron, un autre avec Françoise Xavier-Ménage sur Sarah Cafneau. Donc, c'est un parcours quand même très au cœur du pouvoir. Vous rejoignez Elle. Qu'est-ce que vous allez aller chercher dans ce magazine? Ou peut-être la question, c'est qu'espériez-vous y changer et faire évoluer? En y arrivant, j'ai accepté une proposition qui m'était faite de densifier les contenus politiques, de faire un petit peu plus de sujets sur la question des femmes, et notamment des femmes au cœur du pouvoir, puisqu'il continue à y avoir des problèmes de parité aujourd'hui. Et l'autre partie de mon travail portait beaucoup sur la réalisation de reportages à l'étranger, sur des terrains de conflit. Et souvent, sur ces théâtres, le sort des femmes est particulièrement pointé. Et donc, ce que j'ai tout simplement souhaité pouvoir faire, c'était d'apporter cette expertise que je pouvais avoir, avec un traitement qui est un peu particulier quand même dans l'écriture, dans la sensibilité par rapport à la cause féminine. Et donc, j'y ai écrit pendant des années, très heureuse de pouvoir le faire là-bas. Alors, parlons un peu de ces reportages à l'étranger. En août 2021, au moment du retour au pouvoir des talibans, vous réalisez un reportage très fort à Kaboul. Vous faites une plongée au cœur de la disparition des libertés des femmes afghanes. Après 20 ans d'ouverture, il faut quand même le rappeler, rappelons-le toujours. Vous y rencontrez toutes sortes de femmes, des commerçants, des étudiantes, des soignantes, des militantes. Vous dessinez une véritable géographie de l'effacement des femmes dans cet espace public. Des rues vidées de leur visage, on le sait aujourd'hui, des vitrines où les portraits féminins sont repeints. Aujourd'hui même, on n'a même plus le droit d'avoir les deux yeux pour essayer de voir derrière une burqa, c'est un seul. Qu'est-ce que ce terrain vous a appris sur la résistance des femmes, sur leur dignité et sur notre rapport à la liberté en France? Alors, vous l'avez rappelé, Muriel, on y arrive dans un contexte un peu particulier, puisque pendant 20 ans, les jeunes femmes que nous, on est allés rencontrer en reportage, elles ont été habituées aux idées de liberté, d'égalité entre les genres, de la possibilité d'étudier, de travailler comme calqué sur ce que l'on peut vivre dans le monde occidental. Donc quand on arrive, ces jeunes femmes à Kaboul, elles ont vécu comme on vit en France, en Europe, pendant 20 ans, et du jour au lendemain, on leur demande de se couvrir. D'abord, la première chose, moi, qui m'a vraiment marquée, c'est qu'elles ont eu le courage et l'audace de poser en photo et de montrer leur visage en nous disant, et moi j'avais très très peur que l'on publie ces photos, parce que j'avais peur pour leur vie, en nous disant que si on les effaçait, cela reviendrait à faire le jeu des talibans. Donc déjà, ça, c'était quelque chose des toutes jeunes femmes, des femmes d'une vingtaine d'années. Je souligne aussi le courage de la directrice du magazine, Véronique Philippona, de publier en couverture du magazine, ce qui est assez inhabituel, la photo d'une jeune femme voilée. Qui a beaucoup fait parler à l'époque, et ce qui moi m'a vraiment saisi, c'est évidemment le courage qu'avaient ces jeunes femmes, leur désespoir aussi, parce qu'il faut pas le voiler. À l'époque où on y va, il y a beaucoup de femmes qui commencent à prendre beaucoup d'antidépresseurs. Des premiers suicides commencent, puisque quand vous êtes habitué à vivre normalement, le fait d'être enfermé, encagé littéralement n'est pas une perspective très, très riante. Et c'est vrai que l'on observe, quand on rentre de ces reportages, avec beaucoup plus d'égard les libertés dont on jouit, et qu'on est peut-être plus sensible à toutes celles que l'on peut perdre. Et c'est vrai qu'à titre personnel, et évidemment dans l'exercice de mon travail, j'y suis particulièrement attachée. Alors, ces dernières années, Elle a publié des enquêtes parmi les plus marquantes du paysage médiatique français. Vous l'avez dit, et je suis tout à fait d'accord avec cela. Les violences conjugales, le tabou du viol conjugal, le consentement, la responsabilité des hommes, les affaires Jean Humbert, Gérard Miller, mais aussi de grands entretiens comme celui du prix Nobel de la paix, Narges Mohammadi. Sans oublier, bien sûr, toutes les grandes enquêtes et les sondages de société. Alors que tant de libertés semblent aujourd'hui fragilisées, elles
semble pas, d'ailleurs, elles sont fragilisées. Dans une époque qui est quand même, on peut le dire, saturée d'images, de discours, comment préserver cette force d'engagement que vous avez, que le magazine a avec vos équipes, quand tout paraît vaciller, nos repères, nos libertés, nos récits? On en parle juste après la pause. Retrouvez la force de l'engagement. Avec AJP, épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé. Sud Radio, la force de l'engagement, Muriel Réus. Vous êtes toujours sur Sud Radio dans la force de l'engagement, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui font bouger la société. Aujourd'hui, on s'engage pour la force des mots, la puissance des récits avec Ava Jamshidi, une femme qui a choisi de raconter le monde à travers les luttes, les visages et les victoires des femmes en France comme ailleurs. Alors Ava, avant la pause, on évoquait cette question centrale. Comment est-ce qu'on préserve la force de l'engagement à une époque où les libertés, les repères et les récits semblent si fragilisés, et le sont d'ailleurs? Alors, ça peut paraître un peu benoît de le dire comme ça, mais en ayant d'excellentes journalistes, et en particulier des journalistes spécialisés sur certains sujets comme ceux des violences sexuelles et sexistes, et qui nous ont permis de produire nos propres contenus, parce qu'on considère qu'il y a finalement très peu de titres dans la presse française qui ont la capacité de mener de telles enquêtes. Et nous, on a décidé de se doter de cette capacité avec en particulier Alice Augustin et Cécile Olivier, qui ont produit par exemple, vous l'avez évoqué, l'enquête sur Gérard Miller. On va en parler, oui. Et c'est vrai que ce sont des espaces dans lesquels on décide de s'arrêter sur des environnements, sur des personnalités où l'on observe des mécanismes d'emprise avec des victimes qui nous racontent ce qui leur est arrivé. Ça nous permet de décrypter également en creux les mécanismes toxiques qui peuvent exister dans certains environnements. Alors ces affaires dont vous venez de parler, celle de Jean Ambert, chef étoilé accusé de violences psychologiques et physiques, et celle de Gérard Miller, psychanalyste et figure publique, accusé d'agression sexuelle et de viol, ces deux dossiers ont été publiés en exclusivité par elle avant tous les autres médias. Des enquêtes qui ont déclenché un véritable séisme médiatique. Moi je me souviens, tout le monde appelait en disant mais pourquoi c'est le elle et pourquoi pas nous? Eh bien la question est la suivante: comment avez-vous obtenu la confiance de ces femmes pour qu'elles acceptent de parler alors qu'elles ne l'avaient pas fait et qu'elles acceptent de le faire dans le elle? C'est vrai qu'au début c'était un peu pour certains, pour la concurrence, vous l'avez dit, mais peu intuitif que nous, on sorte de telles enquêtes. Mais avec ces deux journalistes, la directrice du magazine, on s'est dit, maintenant, on y va. Et des témoignages, en fait, on en a plein. Et beaucoup de journalistes de beaucoup de rédactions ont entendu ou savent qu'il a pu se passer quelque chose. Là, on leur a demandé d'aller vérifier ces témoignages, de les recouper. C'est très important de dire que on ne se fait pas le relais juste d'une personne qui témoignerait de manière anonyme. Ce sont des enquêtes qui ont nécessité des mois de travail, parfois des centaines d'entretiens avec des personnes concernées. Et je pense que c'est le sérieux de ce travail, combiné évidemment à la sensibilité que l'on peut avoir par rapport au sort des femmes depuis 80 ans. Maintenant, on peut s'en prévaloir, qui explique que beaucoup de femmes nous font confiance. Alors, quand on publie ce type d'enquête, il y a une ligne de crête, vous venez de le dire, qui est celle évidemment de donner la parole aux femmes, mais sans jamais trahir la vérité, bien entendu, et sans céder sur la présomption d'innocence, qu'on nous reproche toujours à chaque fois quand les journalistes parlent. On parle toujours de ce tribunal médiatique encore. Alors évidemment, vous venez de le dire, la qualité du journalisme, des enquêtes, les centaines d'enquêtes et d'entretiens, c'est cet équilibre entre le devoir de révéler la vérité et la rigueur du travail journalistique. Mais est-ce qu'il y a un prix à payer? Alors il y a un prix à payer pour les victimes, ça on le sait. Est-ce qu'au sein d'un magazine comme le Elle, est-ce qu'il y a un prix à payer entre ce devoir journalistique de publier ces récits et qui bouscule, d'ailleurs, qui répare les silences, et cette façon de bousculer les pouvoirs et les ordres établis? Il y a la question de la prise de risque que l'on engage quand une affaire n'est pas judiciarisée. Donc ça veut dire quand les victimes qui racontent leurs témoignages aux journalistes ne sont pas allés au préalable s'adresser aux forces de police, dans un commissariat par exemple pour faire une main courante ou pour porter plainte, quand vous allez rapporter leurs paroles, vous engagez votre responsabilité comme titre. Et il faut des
une direction extrêmement solide et convaincue de la nécessité de sortir ces affaires. C'est pour ça que je vous mentionnais tout à l'heure le travail et l'importance de Véronique Philippona dans tout ce travail. Et puis ensuite, il faut se dire aussi que c'est des moments qui sont assez compliqués. Alors évidemment, ce n'est rien par rapport à ce que peuvent subir les victimes. Mais quand on sort ces enquêtes, on a conscience qu'on va bousculer d'une certaine manière la vie de ces victimes qui nous confient leurs paroles, qu'on va aussi bousculer la vie des agresseurs présumés qui ont des mères, des femmes, parfois des sœurs. On ne le fait pas de gaieté de cœur, mais animé vraiment par la conviction que c'est important de rapporter les faits que l'on va décrire. Et comme on est sûr du travail et du professionnalisme des enquêtrices qui signent ces sujets chez nous, on le fait. Mais non, la veille de la publication de ce genre d'enquête, faut pas s'imaginer que on est hilar et archi contente de notre banco. Pas du tout, c'est pas du tout l'ambiance. Il y a une forme, il y a une forme de gravité en fait en nous, mais de sentiment en fait que si on ne le fait pas nous, en fait personne ne va le faire et que c'est important. De faire ce travail. Alors, vous venez aussi de publier, à l'occasion des 80 ans du magazine, cette grande enquête À quoi rêvent les jeunes femmes, réalisée avec TF1, une photographie sociologique des 18-24 ans, leur aspiration, leur désir, leur angoisse, leurs contradictions, une génération née après MeToo, et le Covid et la crise climatique. Alors, cette enquête, elle révèle plein de désirs, mais aussi des profondes inquiétudes. 26% des jeunes femmes se disent confiantes dans l'avenir, 72% craignent de ne jamais avoir assez d'argent dans leur vie et la santé mentale figure parmi leurs principales préoccupations. Vous qui observez la société depuis des années, comment vous expliquez ce mélange entre désir d'émancipation, fatigue existentielle ? Je pense que ces jeunes femmes, elles sont un peu elles savent maintenant que tout est possible, comme on l'a dit, mais que ça demande du travail aussi. D'y parvenir dans un contexte où là c'est pas uniquement une question genrée, où il y a des difficultés pour trouver du travail, des difficultés climatiques, et je pense que cette double injonction d'une certaine manière leur complique peut-être un peu la tâche. Et aussi ce qu'il faut dire, c'est que plus on décrit des phénomènes, on parlait pas des violences sexuelles et sexistes il y a quelques années, on parlait pas de problématiques de santé mentale, eh bien ça permet aussi à la fois de les éclairer sur le fait que ça existe, parfois de mettre le mot sur un mal dont elles souffrent. Et je pense que oui, cette maîtrise peut-être plus fine de leurs conditions va nécessairement avec une inquiétude généralisée sur leur avenir. Mais je pense que c'est inhérent à cette étape de la vie des jeunes femmes et qu'elles pouvaient ressentir, même si c'était peut-être un peu moins fort, ce type de préoccupation par le passé. Alors, ce qui frappe dans cette enquête, c'est la complexité du rapport au féminisme. Ça, je trouve que c'est extrêmement important. Le mot reste positif. Il est moins revendiqué. Beaucoup se disent féministes du quotidien, mais sans étiquette. Et 34% des jeunes femmes déclarent s'être déjà senties obligées d'avoir un rapport sexuel ou de faire quelque chose qu'elles ne désiraient pas. Et ce chiffre fait écho à vos autres enquêtes sur le consentement et sur le tabou du viol conjugal. C'est quoi ? C'est un backlash ? C'est une fatigue d'un féminisme trop théorique ? Face à une réalité toujours aussi violente, celle des violences. Je pense aussi que, à force d'être entré dans les mœurs et dans leur matrice et dans leur manière de penser, je pense qu'il y a moins cette nécessité de le revendiquer comme ont pu le faire des femmes peut-être un peu plus âgées ou des générations précédentes. Je pense que pour elles, c'est un peu plus évident. En revanche, sur la question des agressions sexuelles que vous pointez, ce chiffre, il est aussi en augmentation parce que désormais, elles savent que ce n'est pas normal et qu'elles ont le droit de s'en offusquer, de dénoncer ces agissements. Donc, je sais pas s'il y a une lassitude du féminisme théorique, mais je pense qu'il y a une augmentation aussi du féminisme pratique. Vous parliez de la question de ce que nous, on appelle parfois du micro-féminisme. C'est tous les petits gestes que l'on peut faire au quotidien pour rappeler que certains droits, celui de ne pas se faire couper la parole, par exemple, dans une réunion, celui de ne pas être déconsidéré, ce que certains considèrent comme étant des petites choses, mais qui sont des faits qui au quotidien vous rappellent qu'il y a une disparité de genre. Ça, en revanche, ce sondage démontre qu'elles l'ont parfaitement intégré. Donc je pense que malgré tout, c'est plutôt positif et ça s'inscrit dans un mouvement d'émancipation générale des femmes et de volonté d'égalité avec les hommes.
Alors, il y a un documentaire exceptionnel qui est en production. On est très fiers. Qui va être diffusé le 24 novembre dans votre émission d'ailleurs, Oui. Enquête de sens. Enquête de sens sur T18. Enquête de sens sur T18. Le documentaire s'appelle Elle et nous, 80 ans d'émancipation, réalisé par Dominique et Elodie Lénis. Il est né, Inès de la Fressange est la voix de ce documentaire. Comment il est né ce projet ? Il y avait la volonté de raconter le rapport très singulier qui existe entre le titre et ses lectrices. Je suis pas sûre que ça existe dans tous les médias, cette espèce de lien qui passe par la transmission que l'on se fait de cet objet du magazine papier auquel on est encore très attaché entre différentes générations. C'est une grand-mère qui va le passer à sa fille et ensuite à la sienne. Et la manière dont chacune perçoit les sujets que l'on peut évoquer est au cœur de ce documentaire qui est vraiment très réussi. Il faut absolument regarder. Alors, c'est la dernière question. On aurait pu rester beaucoup plus longtemps avec vous, mais bon, le temps nous est quand même un tout petit peu compté. C'est quoi l'avenir du magazine Elle après ces 80 ans d'histoire, d'un magazine d'après-guerre à celui d'aujourd'hui? C'est quoi votre ambition personnelle pour ce magazine? Là, on continue vraiment de pousser les feux, si je puis dire, sur ces sujets qui nous sont chers. Ce n'est pas parce que beaucoup de combats ont été gagnés que on cesse de combattre et qu'il n'y en a pas d'autres demain. Et puis aussi, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est de nous adapter aux nouvelles manières de s'informer de nos nouvelles lectrices. Donc on porte vraiment un regard très particulier à notre site, leL.fr, et à tout l'environnement qu'il y a derrière le magazine Elle. Je pense en particulier aux podcasts que l'on réalise. Il y en a un, si vous me permettez d'en dire juste un mot, qui s'appelle Faut que je te dise, qui est vraiment l'emblème de ce que l'on peut faire pour apprendre aux jeunes femmes en France, mais également à l'étranger, puisque ce podcast est traduit en 10 langues. Qui permet de mettre des mots très simples sur des problèmes très quotidiens que peuvent avoir les femmes. Et voilà, on a vraiment ce souci d'étendre notre audience au maximum et de continuer d'apprendre en s'amusant le plus possible à nos lectrices, les fidèles qui nous suivent déjà depuis longtemps, certaines parfois depuis 80 ans, et à toutes celles que l'on pourra conquérir demain. Merci Ava, merci à vous Jachindi d'avoir été avec nous ce matin. Merci pour ce regard engagé sur les femmes et sur le journalisme. Évidemment, je vous le rappelle et je vous engage, il faut regarder Elle et nous, 80 ans d'émancipation, le 24 novembre à 20h50 sur T18. La force de l'engagement, c'est chaque dimanche à 15h sur Sud Radio et en podcast sur sudradio.fr. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain, même heure, même énergie, pour une nouvelle rencontre avec ceux et celles qui font bouger la société. Et tout de suite, je vous laisse en compagnie de John pour le meilleur de Sud Radio. C'était la force de l'engagement. Avec AJP, épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé.